Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady Vous Écoute. Nous parlons d'estime de soi, d'estime d'autrui. Nos invités ont accepté de se plier à cet exercice. Soyez-en remerciés, messieurs. Merci d'être sur notre plateau. Monsieur Léandre Saïri, bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour, écrivain. Vous n'êtes pas qu'écrivain. Oui. Vous habitez en Angleterre. Oui. Vous n'avez pas fait le déplacement seulement pour nous, mais vous étiez au Salon du Livre, c'est l'actualité. Oui. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Avec nous, monsieur Zachary Akafou, bonjour. Bonjour, Lydie. Journaliste, critique, littéraire. Merci Zachary pour votre présence. Nous parlons d'estime de soi, d'estime d'autrui, mais nous allons parler avant toute chose tout de même, Léandre Saïri, de la tragédie de Hiram Abif. Qui est Hiram Abif? Alors, c'est le livre que je suis venu présenter au Salon du Livre. C'est mon tout dernier livre, qui s'appelle, enfin, le titre est là, La tragédie de Hiram Abif. Alors, Hiram Abif est un personnage biblique. C'est celui, l'architecte de génie, c'est le savant, c'est le philosophe qui était aux côtés du roi Salomon et qui a réalisé et qui a construit, qui était le maître d'œuvre du temple de Salomon. Et j'utilise donc le personnage de Hiram Abif pour faire ce que Bertolt Brecht appelle la distanciation, qui consiste simplement à utiliser les faits historiques ou les personnages historiques pour parler de l'actualité. Donc le titre peut peut-être ne pas dire grand-chose à certaines personnes, au commun des mortels, mais il s'agit de parler de l'actualité en utilisant simplement un personnage de la Bible. Parce que ce personnage, il est à la fois riche, il est à la fois intéressant. Je pense que son histoire méritait d'être connue et d'être portée à la connaissance de tout le monde. Alors, on voudra vous retrouver... ajoutez, je vous prie, nous sommes là pour cela. Je me suis intéressé au personnage de Hiram Abif parce que, comme Bouddha a été confisqué par les bouddhistes ou Jésus par les chrétiens, Hiram Abif a été consulté par certaines confréries. Confisqué? Oui, par certaines confréries. Oui. Et donc, c'est l'occasion que chacun, celui qui veut, puisse le réapproprier. Je veux démystifier le personnage, je veux montrer que c'est un personnage qui mérite d'être connu et dont la vie peut nous servir à avancer. Parce que moi, mon slogan, c'est « Ameyuku », ça veut dire « avançons ». Parce que qui n'avance pas recule. Ah bon, il ne reste pas sur place, celui qui n'avance pas? Non, celui qui n'avance pas, il recule parce que les autres avancent. C'est pertinent. Vous avez à votre actif aussi Contes d'actualité. C'est un recueil de contes. C'est un recueil de contes. Oui, et c'est en lien avec ce que vous décriviez tout à l'heure, prendre de la matière dans le passé pour nourrir le présent? Oui, avant ce livre, j'ai publié un livre qui s'appelle La victoire par la voie des urnes. Et on m'a reproché d'avoir écrit un essai qui est politique. Et donc j'ai voulu rassembler des histoires plus ou moins politique, plus ou moins social, plus ou moins à caractère plus ou moins ludique pour non seulement amuser, mais aussi instruire, puisque je suis enseignant. Vous n'avez pas souligné, je ne suis pas que écrivain. J'allais en venir, mais vous m'avez marché sur la langue. Hein. Alors en effet, vous êtes enseignant, chercheur, docteur Eslet de l'Université de la Sorbonne et précédemment chercheur à l'Université du Québec, c'est à Montréal. Et je voudrais, avant de laisser la parole aux critiques littéraires, avant de lui demander de donner son avis sur ses ouvrages, je voudrais finir quand même par quelque chose, lettre ouverte aux Noirs qui ne lisent pas. C'est encore vous, qu'est-ce qui a motivé cela rapidement? Ce qui a motivé cela, c'est une émission qui a été diffusée sur les antennes d'une radio américaine où un Américain disait que le malheur des Noirs, c'est qu'ils ne lisent pas. Parce que la vérité, la connaissance, le savoir, tout cela est dans les livres. Et donc, tant que les Noirs, il a même ajouté, tant que les Noirs ne liront pas, ils seront esclaves et ils feront les sales boulots puisqu'ils n'ont pas l'opportunité, ils ne saisissent pas les opportunités qu'on leur offre pour s'élever, comme dit notre sage, s'élever au-dessus des bassesses et des petitesses. Je voudrais prendre cela comme transition à une question peut-être d'estime de soi, d'estime d'autrui. Mais avant cela, voulez-vous, pour avoir préfacé d'ailleurs la tragédie de Hiram Abif, revenir sur vous qui êtes donc critique littéraire, vous avez accepté de préfacer cet ouvrage. Vous nous direz pourquoi, sur ce qui a été présenté et d'autres encore que nous n'avons pas sous la main. Absolument. Alors, merci d'abord, merci infiniment pour l'invitation. C'est ma troisième participation à cette belle émission. Vous êtes un multirécidiviste depuis 2008. Que j'assume d'ailleurs avec plaisir. Alors, j'ai eu la chance, comme je dis souvent, de préfacer cet ouvrage de Léandre Saïri. Alors, il faut dire que ça a été un peu difficile au début parce qu'on ne peut pas préfacer un ouvrage
et en même temps faire la critique de cet ouvrage-là. C'est vrai. Il faut tenir une certaine distance. Hein, et dans mon métier de critique littéraire, c'est assez complexe puisque je suis amené à faire une chronique sur cet ouvrage-là. Donc moi, en tant que préfacier, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que j'aurai une certaine distance justement pour faire cela? Donc Léon, justement, m'a fait parvenir son ouvrage par mail que j'ai lu. Et il faut dire que ce qui m'a frappé en premier lieu, c'est la théâtralisation de l'œuvre. C'est très difficile de nos jours de théâtraliser une œuvre, d'autant plus qu'il s'agit de Hiram Abif, qui est un personnage légendaire. Hein. Et je me suis dit, mais comment est-ce que Léon arrivera justement à mettre cela dans une forme de tragédie? Parce qu'on peut le faire sous forme de récit, hein, qui est assez commun d'ailleurs, hein, sous forme également de poésie. Hein. Il suffit juste de versifier un petit peu les paroles. En revanche, pour ce qui est de la théâtralisation, il faut avoir quelques connaissances dans ce domaine-là. Donc je me suis dit, comment va-t-il arriver à faire cela? J'ai lu l'ouvrage et franchement, ça m'a... Voilà, j'ai été tout de suite accroché, absolument. Voilà. Bon, alors, vous pardonnerez, madame, monsieur, qui nous regardait cet égarement en question littéraire, mais au mois de mars, dans Lady vous écoute, que pensez-vous, qui soit d'actualité, si ce n'est pas des questions de 8 mars, ce sera le Salon du Livre, c'est la saison où nous étions bien obligés de passer par cela. Je voudrais vous proposer, si vous êtes d'accord, que nous allions donc dans le vif du sujet. Hein. 26 minutes, c'est court, et il n'en reste déjà plus 26 d'ailleurs. Estime de soi, estime d'autrui. Je disais tout à l'heure que c'était en lien avec cet ouvrage, en lettres ouvertes aux Noirs qui ne lisent pas, mais il n'y a pas que cela. Comment appréhendez-vous la question de l'estime de soi, Zacharie? L'estime de soi, c'est une question fort intéressante, hein, assez vaste à la fois, une question philosophique. Et quand j'entends l'estime de soi, il me revient tout de suite la célèbre phrase de Platon, « connaître toi-même ». Et estime de soi, j'en parlais un petit peu avec le professeur Léon, je disais comme ça, comment est-ce qu'on peut définir l'estime de soi? Et je me suis dit comme ça, peut-être à plusieurs niveaux, hein, comme on en parlait, l'estime de soi comme étant quelque chose d'assez positif, hein, se connaître d'abord, hein, connaître ses faiblesses, connaître ses forces, connaître ses émotions, arriver à les capter, à les maîtriser. Donc cette estime de soi-là, d'un côté, peut être quelque chose de relativement humain, hein, humainement positif, hein, si j'ose dire. En revanche, s'il me faut parler du deuxième degré de l'estime de soi, là, on rentre dans quelque chose de plus négatif. Parce que plus on s'estime, plus on rentre dans autre chose, dans le narcissisme, et j'ai même vu, hein, j'ai lu un célèbre article d'un psychologue français, j'en oublie un peu le nom, qui avait parlé un petit peu du selfie. Vous voyez le selfie sur Facebook, cette façon de mettre le téléphone portable. Et le monument derrière. Absolument, voilà, c'est un petit peu ça. Et donc là, on a un petit peu le comble du narcissisme, hein, c'est-à-dire on se prend en photo, on est seul face à son objectif, voilà, et en plus on met en commentaire que des jeux. Donc là, je pense qu'on a un degré supérieur de l'estime de soi, souvent qui ne peut pas faire que du bien à l'espèce humaine, je pense. Hein. Après, bon, alors pour les selfies, c'est cadeau pour vous si vous en faites tous les 4 matins, c'est surtout les jeunes. Léon Tsaïri, alors l'estime de soi, est-ce que c'est de la pure vilainie que d'avoir une précieuse idée de soi-même? Ne faut-il pas se prendre un tout petit peu en compte quand même avant de pouvoir être en interaction paisible avec autrui? Je vais aller dans le même sens que Zacharie et dire que l'estime de soi serait un peu synonyme de la fierté. Être fier de ce qu'on est, être fier de ses origines, être fier de l'être humain qu'on est, de la place qu'on occupe dans la société. Ça, c'est déjà positif. Puisque, en contrepartie, nous avons des gens qui sont aliénés, des gens qui sont complexés, et donc qui n'assument pas leur être ou leur existence. Donc l'estime de soi, c'est cet aspect positif qui amène à s'apprécier soi-même. Et dans le même sens, il faut dire, il faut dénoncer, il faut critiquer l'exagération, l'autre côté de l'estime de soi, qui va vers l'égoïsme ou le narcissisme, où on s'admire, où on se prend pour le centre du monde. Ça, c'est négatif, à mon avis. Alors, l'estime de soi, à mon avis, quand on sait aujourd'hui ce qui se passe, surtout que beaucoup de gens ont honte d'être, par exemple, noir et se teignent la peau, etc., il y a cette dépréciation de soi-même. Pas seulement de la peau, mais de soi-même. Et je pense qu'on peut, comme dirait l'autre, s'élever au-dessus des contingences, s'élever et s'apprécier, c'est-à-dire mesurer qu'est-ce qu'on a comme qualité et ce qu'on a comme défaut pour pouvoir avancer.
Mais ne se regarde-t-on pas dans le miroir de son éducation, de son entourage social? C'est-à-dire qu'indépendamment de la question du complexe d'infériorité, c'est ce à quoi vous faisiez allusion, il est d'autres personnes, d'autres cultures qui n'ont pas, en tout cas, qui n'ont pas ce questionnement de couleur de peau, d'échelle de valeur, mais pour autant n'en sont pas moins confrontés à la question de l'estime de soi. Non, toutes les cultures, et toute l'éducation humaine vise à la perfection de l'être humain. C'est-à-dire, aucun parent ne dirait à ses enfants d'aller voler. Aucun parent ne dirait à son enfant d'avoir honte de ce qu'il est, même si on demande le respect. Donc, il y a cette tendance vers la beauté, vers le bien, vers la perfection, et l'estime de soi fait partie des objectifs de l'éducation et de toutes les cultures. Bon, maintenant, c'est des aspects différents par rapport au peuple concerné. Parce que par exemple, le complexe dont on parle, le complexe des Africains n'est pas le complexe des Chinois, n'est pas le encore que le complexe désigné comme étant le complexe des Africains, n'est-ce pas généralisé? Est-ce que c'est un complexe qui est valable? Est-ce que c'est parce qu'on est africain qu'on partage nécessairement le même complexe? Ça situe un peu la question que j'aimerais poser, que j'aimerais introduire, parce que je pense que l'estime de soi peut être aussi vu comme une espèce de conséquence de quelque chose, conséquence d'une oppression, par exemple. Je prends l'exemple du peuple noir, en guillemets. Voilà. Mais bon, quand je dis ça, par exemple, c'est parce que quand on regarde un petit peu le passé de ce peuple-là, et qu'aujourd'hui, on voit des gens, par exemple, dire « je suis fier d'être noir », bon, pour moi, il n'y a pas de sens, parce qu'on est essentiellement noir. Alors, moi, je ne peux pas... Personne n'a choisi d'être petit, grand, blanc, noir. À partir du moment où on revendique une espèce de fierté, une espèce d'estime de soi, d'être ce qu'on est, on peut chercher là dans le passé un certain mal-être. Dans ce sens-là. Mais alors, il faut partir, excusez-moi. Oui, allez-y, je vous prie. Il faut partir du fait, comme vous l'avez souligné, il faut partir du fait qu'on a un passé. Et ce passé, s'il nous pèse, il y a moyen, il y a à mon avis, devoir de réveiller certaines personnes, leur montrer que leur comportement lié au complexe d'infériorité, par exemple, n'est pas normal. Donc, chanter sa fierté, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Et je crois que vous faites allusion, par exemple, dans la négritude. Mais justement, je ne voudrais pas qu'on ne reste que dans cet aspect-là, parce qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui n'ont pas, en tout cas, qui n'ont pas ce positionnement dans la vie. Oui. Mais je le disais tout à l'heure, qui n'en sont pas moins en souffrance. Par ailleurs, on peut être extrêmement timide, on peut avoir une très mauvaise idée de soi-même sans appartenir nécessairement à une catégorie qui aurait subi l'esclavage et tout ce qui s'ensuit. Oui. Donc, comment est-ce qu'on se réconcilie avec soi-même et puis avec autrui d'ailleurs? Là, je dirais, je te rejoindrai encore une fois en disant, c'est dans le regard de l'autre, l'altérité, en voyant l'autre, les envies que l'autre nous renvoie. Par exemple, je suis tout petit de taille, je prends un exemple tout simple, je suis petit de taille, je vois quelqu'un de grand, je vois avec des attributs et j'envie cette personne-là finalement, j'ai envie de ressembler à cet autre, à cette altérité. Et donc finalement, cette altérité, absolument, que je ne peux pas être. Et donc cette altérité construit en moi progressivement une espèce de complexe d'infériorité, ce qui fait que... On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne se projette pas dans son semblable? Pourquoi vouloir toujours le plat du voisin? Mais c'est justement, c'est cela le complexe. Pourquoi vouloir être l'autre alors qu'on doit être soi-même? Donc je crois que l'émission que nous faisons, c'est ça. Mais pour être soi-même, pardonnez-moi de vous interrompre encore une fois, pour être soi-même, ne faut-il pas une bonne dose de caractère pour s'accepter différent des autres? Madame, ce n'est pas un problème de caractère. Oui. C'est un problème Tout à l'heure, on a commencé par dire « connais-toi toi-même ». Il faut se connaître. Qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux dans la vie? Je veux ce que les autres ont. Absolument, voilà, c'est de là. Alors, justement, alors, vous me permettez que je cite un des poèmes que j'avais écrit qui s'appelle « Le collier d'or ». Et je le dis en deux mots, une dame très belle qui avait un collier d'or et puis qui l'a perdu et qui pleurait abondamment parce qu'elle croyait que sans ce collier, bon... il y a peu de choses. Voilà. Et puis un jour, elle a pleuré, et puis un jour, elle passe devant le miroir. Sans le collier, elle voit qu'elle était plus belle qu'elle ne le pensait. Et elle a conclu que le malheur que nous avons, c'est de vouloir des choses que nous n'avons pas, alors que ce que nous avons. Et d'ailleurs, c'est ce que je reprends un peu dans la tragédie d'Hiram Abif. Hiram Abif dit, les choses que nous utilisons n'ont pas de valeur absolue. Je prends un exemple tout à fait bête. Vous prenez un couteau, n'a de la valeur que si vous mangez
de la viande avec. Mais quand si vous prenez le couteau pour égorger votre fils, d'ailleurs, Hiram Abif, c'est celui qui nous a donné les instruments que nous utilisons aujourd'hui. Et les instruments ont été utilisés pour construire le temple. Mais c'est avec les mêmes instruments que Hiram Abif a été abattu. Voyez-vous? Donc les choses n'ont de valeur que ce que nous, les rapports que nous avons avec. Je vais vous dire, oui, je termine en disant que des gens diront par exemple que le livre coûte cher. Mais d'autre part, vous avez ces mêmes personnes qui disent que le livre coûte cher parce que ça coûte 10 euros, 20 euros, sont les mêmes personnes qui achètent des chemises à 50 euros, à 100 euros. Oui, mais parce qu'on est tout nu sans sa chemise, alors que son livre, on ne pourrait pas se vêtir avec, c'est peut-être relatif. La nudité était d'abord un concept. Mais je vous prends déjà en flagrant délit, monsieur, d'écrire sur qui qu'on sortirait sans sa chemise. Non, mais ça existe. Les clubs de nudistes existent, les clubs de nudistes. Oui, ne nous éloignons pas. Oui, exactement, on restera un peu dans le sujet de l'estime de soi. Sur le côté là où je serais un petit peu en désaccord avec ce que vous venez de dire, c'est qu'on n'a pas le même regard. Je prends un peu l'exemple des philosophes du 4e, 5e siècle qui théorisaient le fait de s'apprécier, d'apprécier le peu qu'on a. Ça, c'est juste une petite partie de certaines personnes qui pourront s'accommoder cela. Mais tout le monde ne peut pas. Je prends un exemple tout bête. J'aime bien les exemples un peu faciles qu'on puisse accéder. Oui, bien sûr. Je suis là, je mange un tout petit bout de pain. Je te vois, toi, tu as un bout de pain, tu as de la salade, tu as du poisson. Forcément, j'ai envie. Et ça, c'est un positionnement naturel. On ne peut pas me dire, ah bah non, comme tu as un tout petit bout de pain, contente-toi de cela, et puis c'est la vie, tu as eu ça, sois fier de cela. Non. Ce que je voudrais, c'est de voir dans l'altérité, notamment toi, de voir un peu que tu as le bout de pain, tu as la viande, tu as la sauce, tu as tout ce qu'il faut avec. Tu as la graine, tu as la sauce graine. Absolument, tu as la sauce graine, voilà, tout ce qu'il faut. Alors, forcément, je vais me projeter là-dedans. Je voudrais vous demander que nous puissions poser la question sous un autre angle. Selon qu'on est un homme ou une femme, à votre avis, est-ce que cette question se pose de manière identique? Est-ce que c'est vécu avec plus ou moins de difficultés d'après vous? Moi, je répondrais que le complexe d'infériorité, le complexe est un comportement. Et donc, vous faites directement un lien entre l'estime de soi et le complexe? Non, l'estime de soi, l'estime de soi, c'est le fait de s'apprécier soi-même. Et je pense qu'il y a maintenant des degrés d'appréciation, soit en positif, soit en négatif. Si au départ, on est d'accord sur la définition de la fierté de ce qu'on est, mais dès l'instant où on accorde un degré plus élevé ou moins élevé, c'est là qu'on passe, on entre dans le domaine du complexe. Alors que qu'on soit une femme ou un homme, le complexe reste le complexe. Tout dépend de comment on le vit. À des degrés divers. Comment est-ce qu'on vit ce complexe? Est-ce que vous êtes précautionneux, monsieur, en hésitant, en n'osant pas dire que... Oui, après, ce serait tomber dans les caricatures. Ah bah oui, mais les caricatures ne tombent pas du ciel elles-mêmes, en l'occurrence. Je vais me lancer un petit peu. Je pense, je ne me lancerai pas, et ça ne vient pas de moi. C'est dans l'imagerie populaire. Mais non, ça ne vient pas de vous du tout. Allez-y, franchement et librement. On pourrait dire comme ça, sur la base de ces caricatures, de ces stéréotypes-là, que les hommes apprécieront l'autre dans ce qu'il a comme ascension sociale, comme la femme appréciera l'autre, par exemple, dans ce qu'elle est. Alors, j'ai eu peur, je pensais que vous alliez dire dans ce qu'elle n'a pas. Ah non, pas du tout. Dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle représente, souvent physiquement. Alors, dans ce qu'elle représente physiquement ou dans ce qu'on lui retourne qu'elle représente physiquement? Sûrement. Là, ça dépend de l'appréciation, comment on reçoit. On reçoit le regard de l'autre. Il y a des gens qui n'ont aucun complexe. Et qui ne se préoccupent pas de regarder. On peut encore prendre cet exemple assez banal de cette société contemporaine où on met en avant la femme mince. Je parle de la société occidentale précisément. Où des magazines de beauté mettent en avant ces femmes slim, comme on dit souvent. Voilà. Et donc, à partir du moment où j'ai eu des collègues qui étaient un petit peu, voilà, comme on le dit, qui avaient ce complexe-là parce qu'elles ne se reconnaissaient pas dans ce modèle sociétal qu'on les présentait. Mais alors, allons au bout de ce raisonnement. Est-ce que ceux-là même qui servent de miroir à ces dames n'ont-ils pas eux-mêmes intérioriser des images tronquées? Parce que c'est les mêmes qui disent, ah non, mais il faudrait, pour en revenir à votre exemple, il faudrait avoir des formes parce qu'en Afrique, ceci, cela. Mais c'est les mêmes qui, dans la rue, se retourneraient sur d'autres profils. Non, c'est un problème de valeurs et de critères de société, tout simplement. Si dans telle société, on apprécie les femmes minces, dans d'autres sociétés, on apprécie des femmes qui ont de la présence, comme on dit chez nous. C'est tout. C'est une question Alors, de cette estime de soi à autrui, on a suffisamment épilogué sur le soi et autrui. Alors, est-ce que est-ce que la relation à autrui permet d'avoir une bien meilleure estime de soi? Est-ce que ça fonctionne dans le sens inverse? Par où cela commence-t-il?
Bon, moi je pense, oui d'accord, moi je pense que l'estime d'autrui peut s'appeler aussi l'altruisme, où on se démet un peu pour être... On arrête de se regarder le nombril. Voilà, c'est ça, et on se penche sur les autres, où on va vers l'autre. D'abord pour tirer, pour apprendre, et puis pour voir si on ne peut pas être utile. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais est-ce que cela ne doit pas, par ailleurs, aider chacun à mieux être en accord avec lui-même? C'est cela même l'essence d'autrui. Quand on prend un peu le sens du terme autrui dans la philosophie, je prends par exemple l'exemple de Arthur Rimbaud, qui avait dit comme ça, je est un autre, pour dire comme ça qu'on est tous autres. Je suis moi, Léon est lui, mais Léon peut être moi. C'est assez complexe, mais je pense qu'il n'y a pas grande différence entre... Sans vous couper dans le même sens, quand l'autre disait... Quand je parle de moi, je parle de vous. Bon, voilà, si on veut. Si on veut. Quand je fais une biographie, quand j'écris une biographie, par exemple, je parle de Hiram Abif, mais qu'est-ce que je veux? Hiram Abif, c'est un personnage qui n'est pas moi. Donc, je veux apprendre de Hiram Abif. Qu'est-ce qu'il a fait et que moi, je pourrais faire aussi pour changer ma vie ou pour améliorer ma vie. Pour changer celle des autres. Oui, bien sûr. Donc on peut le regard, l'autre peut nous servir de miroir pour que nous améliorions notre vie. Il n'y a pas que ça. Je pense que l'autre aussi peut être un enfer, comme disait Jean-Paul Sartre. Alors je pourrais ramener à des réalités plus à terre, mais terre à terre, messieurs, si vous êtes d'accord. Nous parlons souvent des rapports sociaux entre les femmes et les hommes. On sait très bien que tout n'est pas un long fleuve tranquille. On parle beaucoup de violences faites aux femmes, violences conjugales, beaucoup d'autres choses moins poétiques, moins philosophiques. N'y a-t-il pas un lien de cause à effet entre cette estime de soi, estime d'autrui, entre le fait que comment l'homme regarde la femme, quand je dis regarder, appréhende, l'accepte, ne l'accepte pas, et l'inverse? Moi, je voulais d'abord dire qu'on parle de violence, quand on parle de violence conjugale, on parle des violences faites aux femmes, mais aussi les femmes font des violences aux hommes aussi. Il ne faut pas l'oublier. Alors, en moins de 4 minutes... Alors, moi, j'ai un petit regard là-dessus, sur ce qui est des rapports hommes-femmes. Je pense que la théorisation des rapports hommes-femmes, les problèmes qu'il y a entre les hommes et les femmes, ça date de très récemment, du 19e siècle, je dirais. Parce que je pense que quand on étudie un petit peu l'histoire, les rapports hommes-femmes n'ont pas été autant tendus que maintenant. Est-ce que c'est parce qu'on n'en parlait pas que tout était fluide? Je pense qu'il y a la peur et il y a eu je rejoins là, même si je vais me faire taper un peu sur les doigts par certaines personnes, je rejoins un petit peu le livre d'un écrivain français qui est détesté en ce moment, je ne dirais pas le nom pour ne pas... Pour ne fâcher personne. Absolument. Voilà, qui disait comme ça, non, au 19e siècle, cette histoire de femmes dans la cuisine, les hommes au salon, c'était complètement faux. Mais parce qu'il n'y avait qu'une seule pièce, peut-être. Peut-être, oui, on peut le voir ici, peut-être, mais je pense que c'est toutes les associations qui ont été créées pour la défense... Mais tout de même, journaliste de votre État, êtes-vous en train de nier, de nier complètement le triste sort de celles des femmes qui meurent de suite de violences conjugales? Par exemple, au long cours, est-ce que c'est simplement des élucubrations de militantes énervées? Point du tout, c'est des réalités qui se vivent, oui, c'est des réalités. Je sais que quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais le voisin juste à côté de chez nous qui battait sa femme. Cela vous semblait commun, banal? Pas du tout, j'avais un choc, je ressentais un choc chaque fois parce que elle pleurait et quand elle venait, c'était en sang et tout cela. Et le lendemain, il venait la chercher, c'était quotidien. Et je me posais la question de savoir comment ça se fait que cette femme qui est quotidiennement battue reste dans ce foyer-là. Avait-elle le choix de procéder autrement? Avait-elle le choix? C'est après, avec une espèce de distance, je me suis dit, bon, voilà. Mais c'est des choses que j'ai vécues, donc qui sont réelles. Alors, nous allons finir sur un point, si vous le voulez bien. Celui-là, le bourreau, celui-là, on a entendu qu'il y a des femmes aussi qui sont... bourreaux. Oui. Alors ceux-là, allons-y comme cela, ceux des hommes. Donc, c'est les hommes qui sont les victimes dans ce cas-là. Hélas, oui. Parlons de l'estime qu'ont ces messieurs, ceux de ces messieurs d'eux-mêmes. Auteurs de violences conjugales, auteurs de violences dans la société. On va finir dessus. Oui, moi je pense que l'estime de soi, peut-être qu'on va finir dessus, est une bonne chose. Il faut simplement que dans les circonstances où on est ou dans l'environnement où on vit, pouvoir faire la part des choses entre ce qui est négatif et ce qui est positif.
Mais si on a des critères erronés, on peut très difficilement faire la vraie part des choses. Mais l'éducation devrait nous permettre, justement, et je pense que on va peut-être aller sur un autre terrain, mais l'éducation doit permettre aux gens de faire cette mais l'éducation est-elle universelle? L'éducation n'est-elle pas aussi tributaire des cultures et d'un certain nombre? L'éducation est universelle. Comment seulement, oui, l'éducation. Le contenu de l'éducation est universel. Non, l'éducation est universelle. L'éducation, ça veut dire quoi? Ex-educere, ça veut dire quelqu'un, par exemple, qui a un comportement, on lui donne les moyens d'avoir un autre comportement. Mon fils, tu seras un homme, tu battras ta femme. Ça pourrait être un modèle d'éducation. Non, ça, c'est pas un modèle d'éducation. Je suis pas. C'est pas un modèle d'éducation. Le modèle d'éducation, l'éducation doit pouvoir nous permettre de faire de distinguer le bien du mal. Pour autant qu'on fait la part des choses entre le bien et le mal. Vous avez le mot de la fin chacun. Exactement. Alors, pour revenir sur l'estime de soi dans le rapport de l'homme qui bat la femme, je pense que ce n'est pas de l'estime de soi, c'est de la lâcheté. Je pense que là, on n'est pas dans l'estime, on est dans autre chose. Parce que la mésestime de soi. Voilà, ça n'est pas moi qui le dis. Absolument. Votre mot de la fin, Léandre. Oui, je sais pas, l'estime de soi, je dirais que c'est une bonne chose. Il faut s'estimer, il faut être fier de ce qu'on est, tout en ne péchant pas dans l'excès qui consiste à être égoïste et à se prendre comme le nombril du monde. Voilà, je termine en rappelant cet ouvrage, c'est le dernier, non c'est le nouveau, ça n'est pas le dernier. Parce que juste avant ça, il y a eu le troisième sexe. On n'en a pas parlé, mais... La tragédie de Hiram Abif, alors l'éditeur c'est Mary Brew Foundation Publishing. Merci d'avoir accepté de venir bavarder avec nous. Je rappelle que vous en êtes le préfaceur Zakaria Kafou. Bonne continuation, nous espérons que cette discussion vous accompagnera dans votre cheminement personnel. Au revoir. Merci.